27, le podcast qui vous dévoile les coulisses de la réussite, c'est avant le succès que l'on met rarement en lumière et qui pourtant le détermine. La personne que je reçois aujourd'hui a changé la vie de chaque habitant de notre planète grâce à son invention. A reçu les titres les plus honorifiques qui soient. Enseigne dans les plus prestigieuses universités du monde. Et pourtant, fait preuve d'une générosité et d'une simplicité juste incroyables. C'est peut-être l'un de ses secrets, mais sûrement pas le seul, car les coulisses de la réussite du professeur Rachid Yezami sont un monde à lui tout seul. Je vous laisse le découvrir sur le podcast 27. Bonne écoute! Professeur Yezami, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation au podcast 27 pour partager avec nous les coulisses de votre réussite. Et quand on parle justement de réussite d'un adulte, on ne peut pas occulter cette part de l'enfance dans laquelle il s'est passé des choses, il y a eu des rencontres et aussi des passions qui se révèlent et qui déterminent le succès qui arrive par la suite. Et alors pour vous, la passion, elle a démarré aussi par un personnage de bande dessinée? Écoutez, en fait, il y avait les albums Tintin, d'accord? Tintin, il est parti en Afrique, il est parti sur la Lune, il a fait plein de choses, etc. C'était une manière de rêver pour un jeune, donc un adolescent, quand il découvre ça, et c'était une passion. Je lisais beaucoup de bandes dessinées à cet âge-là. Et donc, je trouvais le personnage de Tournesol très original. C'est-à-dire, c'est un gars qui ne connaît pas de coiffeur ni de peigne, et donc il a toujours les cheveux en l'air comme ça. Et puis, il intervient toujours d'une façon un peu inattendue, avec des idées farfelues, mais qui sont pas complètement folles. Donc, c'est des idées qui tiennent la route. Mais on le prend pas toujours au sérieux, là. Il a toujours son petit pendule. Donc il cherche et puis il dit voilà, etc. Il est toujours un peu sur le nuage dans la lune. Et je dis c'est comme c'est un professeur Tournesol, il est passionné par la science, etc. Et c'était devenu plus ou moins mon modèle. Là, en même temps, il veut se prendre au sérieux, d'accord. Et en même temps, il est drôle. Voilà. En quelque sorte, il se prend pas au sérieux, mais il est quand même sérieux. Voilà, c'est exactement. Ça C'est exactement ça. Et c'est le professeur Yezami aussi. C'est un peu comme ça. Voilà, je suis, quand il s'agit de travail, bien sûr, très sérieux. J'espère en tout cas. Donc, disons mes collègues, les universités dans lesquelles j'ai travaillé, les gens qui m'invitent, etc., me prennent vraiment au sérieux. Mais en même temps, je peux faire une blague comme ça en plein milieu d'une conférence, faire rire les gens, j'adore ça. Et puis, je trouve que l'humour, il fait passer beaucoup de choses. Donc, c'est quelque chose que j'ai cultivé, que j'ai d'une certaine manière hérité de mon père. Mon père, il avait beaucoup d'humour, c'est vrai. Il nous faisait rire. Et donc, j'ai trouvé ça super, c'est-à-dire pour détendre l'atmosphère, voilà, on s'approche plus des gens par l'humour. Et ce qu'il y a dans l'humour, c'est universel. Vous pouvez raconter une blague qui fait rire des Marocains, des Français, des Chinois, des Japonais, des Américains, et ça fait rire les gens. C'est vrai. C'est quelque chose que l'humanité se partage, l'humour. On est des animaux qui rient, on sont pratiquement la seule race apparemment qui rit, mais enfin il y a d'autres animaux qui apparemment rient, mais on a justement cette capacité de rire, et moi je trouve que c'est très bien de rire comme moyen de communication quand on prend des choses. Il y a des choses qui sont sérieuses, il faut le dire. Il n'y a pas besoin vraiment de trop de gravité, ni de dire aux gens, leur dire qu'ils sont responsables de ceci, de cela, etc. Même si c'est un peu vrai, mais il faut un peu adoucir tout ça pour faire passer le message. C'est d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, exactement. D'accord. Ça, c'est le mot-clé, c'est exact. D'accord. Ouais. Alors, vous avez parlé de votre père, donc votre père était Lamine, des laitiers. Oui. Et est-ce que c'est vrai que vous faisiez des expériences avec le matériel qu'il y avait dans le magasin de votre papa? Alors, en fait, mon père avait donc un magasin où il vendait les produits laitiers,
du lait, du petit lait, du fromage, du beurre et plein de variétés de yaourts, etc. qu'il fabriquait. Et il avait à côté une petite dépendance, d'accord, qui était son laboratoire, que j'appelais moi un laboratoire. Donc j'allais le voir en train de préparer le beurre avec la barrette, etc., le fromage, le caillé. Il fallait acheter le produit, le rajouter, la température, etc. Et comme il était l'amine des laitiers à Fès, on lui a donné un densimètre et un thermomètre. Donc le densimètre, il le met dans le lait, il voit s'il y a de l'eau ou pas, si quelqu'un a rajouté de l'eau. Et le lait, il est plus léger que l'eau. Mais quand on ajoute de l'eau, la densité augmente. Voilà, donc il arrive à voir. Et en plus, il faut qu'il mesure les deux. La densité dépend de la température. Donc il met un thermomètre, il met la densité, le densimètre, et en fonction de la valeur de la température et du densimètre, il dit oui ou non, il y a de l'eau. Donc c'était une façon, et donc tout de suite je me suis dit, mais c'est formidable ça, quelle est la relation entre la température et la densité? Allège, pourquoi quand on chauffe, la densité baisse? Voilà, des choses comme ça. Et donc déjà, ça m'a ouvert un peu le questionnement par rapport au liquide, par rapport pourquoi la densité du lait est inférieure à celle de l'eau, des choses comme ça. Voilà, donc il y avait ce truc-là. Mais si vous voulez, je suivais aussi un peu ce qu'on appelle en sciences de la chimie, ce qu'on appelle la cinétique, c'est-à-dire l'effet du temps sur une réaction chimique. Donc en fait, quand on rajoute par exemple un produit qui va cailler le lait, qui va faire le cailler, ça prend pas tout de suite, ça prend du temps. Et donc il y a une évolution, on le voit. On voit l'évolution, le truc qui cristallise, qui solidifie, etc. Il y a toujours une phase un peu solide, d'accord, et une phase liquide. Donc il y a le mélange des deux, c'est la phase liquide, c'est ce qu'on appelle des fois le petit lait, c'est-à-dire ce qui descend du fromage, enfin, bref. Donc c'était pour moi une sorte de laboratoire. Alors je touchais pas trop, mon père des fois il m'envoyait pour acheter une bouteille de 1 litre, le produit dans une pharmacie pour cailler le lait, donc je savais comment l'acheter, etc. Et j'étais toujours curieux pour comprendre tous les processus par lesquels le lait qui est liquide au départ devient solide, fromage, etc. Donc c'était un questionnement. Voilà, c'est un questionnement. Quel est l'effet de la température? Et après, quand il prend il écrème le lait, donc il enlève la crème et il fait un lait qui est riche en crème. Donc avec la crème, il l'ajoute. Donc il concentre la crème. Et cette crème-là, c'est ça qui se transforme en beurre. Voilà, donc c'est donc il y avait de la physique, il y avait de la physique, il y a de la chimie, il y avait le produit final qu'on peut goûter. Donc c'est ça. Et c'était utile. Ah, très parce utile. Que pour vous, c'est important. Ah bah oui. Il faut que ça soit... de faire des découvertes, des recherches qui aient un impact. Voilà. Qui a une utilité pour les gens. Voilà, ça c'est important, on va y revenir. Ouais. Mais de l'autre côté, il y a aussi votre maman qui avait une école de broderie. Exactement. Et là aussi... La broderie, vous l'avez scientifisée? Ah oui, bien sûr. Vraiment, vous faites bien de poser cette question. Il y a 2 jours, on parlait, j'étais avec ma mère à Casablanca, et je lui ai dit, ma mère, tu sais, il m'arrive des fois de parler de toi par rapport à l'école de broderie que tu avais, les filles qui venaient apprendre la broderie, leurs parents ne voulaient pas qu'elles aillent à l'école, etc. Donc ils allaient apprendre un métier. Mm-hmm. Et il y avait une expression qu'avait ma mère, mais extraordinaire. Compter les fils. Compter les fils. Je lui ai dit en arabe. حسب الخيط. D'accord, حسب الخيط. قالت لي رشيد والله il y a 2 jours قالت لي il a غلطوا في خيط واحد كل شيء tout se déroule. La précision. La précision. Là il y a un motif. Il faut qu'il y ait la taille dans la direction A et la direction B, donc XY, d'accord, pour faire. Et la magie de la broderie de Fès, qui est unique, qui m'a fasciné moi, c'est que c'est la même chose des 2 côtés. Vous voyez exactement le même motif Absolument. Des 2 côtés. Mm-hmm. Et donc ça, c'est un art qui est vraiment, je sais pas quelle est l'origine, ça remonte peut-être à il y a plusieurs siècles, quand ça a été développé, etc. Et donc, moi, j'étais fasciné par ça aussi, la partie mathématique qu'il y a dans. Donc, moi, j'ai toujours une approche mathématique. Même le nahw al-arabi, donc la grammaire arabe,
quand on fait par exemple l'Arab, ce qu'on appelle l'Arab. Donc voilà, on prend une phrase et puis on fait l'analyse grammaticale d'une phrase, d'accord? L'Arab. Je trouvais que l'arabe avait une rigueur qui était mathématique. C'était de l'algèbre pour moi. Et il n'y a pas plusieurs cas. Il y a qu'une seule solution. Il y a qu'un truc. Donc, on peut pas dire, il y a un cas où c'est comme ça, ou il y a un autre cas. Et il y a aussi des trucs qui sont extraordinaires dans justement la grammaire arabe. Quand tu dis l'analyse, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées. Mais on dit, il n'apparaît pas, mais il est majhoul. Et il faut sentir le majhoul. Et c'est quoi le majhoul? C'est le zéro. C'est l'invention du zéro. Il y a rien, mais il y est. Donc voilà. Donc on a le laboratoire de laitier, la broderie, les mathématiques. Et puis aussi, professeur, vous avez fait des rencontres. Il y a dans le collège Moulay El-Chid à Fès, on arrive et à l'époque il y avait un enseignement marocain qui était extraordinaire. Il y avait l'arabe, le français, mais il y avait les sciences physiques et chimie. On avait 12 ans, 11 ans, 12 ans. Et on nous a envoyé un professeur avec un accent du sud-ouest français extraordinaire. Il nous faisait rigoler et en même temps, il avait suivi des cours de théâtre. Le cours de physique-chimie, c'était théâtral. C'était extraordinaire. Et on était tous accrochés à ses lèvres, à tout ce qu'il disait, etc. Il était passionné. Il était passionné. Vraiment passionné. Et puis bon, ça induit de la passion de la part des gamins. Et jusqu'à présent, j'ai encore des amis, donc ça date de 66 ou 67, d'accord? J'ai toujours jusqu'à présent des amis qui étaient des classmates Maaya et qui se souviennent encore de ce professeur et qui les a influencés dans leur vie. Je suis pas le seul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais un cousin qui est très connu, je cite pas son nom, un cousin qui habitait dans la ville nouvelle de Fès. Et moi, j'habitais dans la Médina, pas loin du collège Moulay El-Chid. Et la semaine, pendant les jours scolaires, il venait déjeuner chez moi, d'accord? Sa maison était loin du collège. Et le week-end, je le passais avec lui. Voilà. Et donc, le lundi matin, je prends le bus pour aller au collège. Chaque lundi matin. Un matin, lundi, j'arrive et je vois le bus partir. À quelques secondes près, je rate le bus. Oh mon Dieu, la catastrophe. C'est grave pour vous, professeur, d'arriver en retard? En fait, la peur, c'est que je vais arriver, le collège, la porte va être fermée et le gardien va m'amener au surveillant général et le surveillant général va me coller. Et ça, c'était pas envisageable? Je voulais pas, c'était la catastrophe. Je voulais pas du tout, là. J'ai paniqué. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et qu'est-ce que je vois? Une 4L blanche qui s'arrête devant l'arrêt du bus. Et il y a une fenêtre qui s'ouvre et je vois une main qui dit « Venez, venez !» avec l'accent du sud-ouest. C'est mon professeur de physique-chimie. Avec qui vous aviez cours? Avec qui j'avais cours, il y allait. Alors, je suis monté avec lui et je tremblotais comme ça, comme il fait. Là, j'étais impressionné de me retrouver avec ce professeur. Et puis, je sais pas ce qui lui a pris. Il n'a pas arrêté de parler pendant au moins 20 minutes du trajet. Blablabla, il me raconte. Et donc, si vous connaissez un peu la géographie entre la ville nouvelle et l'ancienne ville, côté Mabftouh, la porte de Mabftouh, ça descend jusqu'à Oued Fès, la rivière, donc il y a, voilà, et puis ça remonte. Et quand ça remonte, vous avez le panorama de Fès, la Médina de Fès, magnifique. C'est connu. Là-bas, les gens y vont pour prendre des photos, ou là pour pique-niquer, etc. Et pendant toute la descente, blablabla. Et alors il arrive et puis commence à monter. Et sa 4L, elle avait les 3 vitesses. Elle montait à 20 à l'heure, là, 15 à l'heure. Allez, doucement. Donc il parlait. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je voyais ça comme un cauchemar. Et à un moment, moi je suis à sa droite. D'accord? Et je vois sa tête et derrière la Médina de Fès. Le panorama. Et ce moment-là, je le garderai pour le restant de ma vie. Il m'a pointé de son doigt et il m'a dit « Toi, Rachid, tu seras chimiste. » Je jure, exactement. « Toi, Rachid, tu seras chimiste. » Oui, très bien. Alors, pourquoi?
il s'est rendu compte qu'en classe, il y a des choses que beaucoup d'autres gamins n'arrivaient pas à bien comprendre, les puissances de 10. C'est quand on parle de la charge d'un électron, 10 puissance moins 19. La masse d'un proton, 10 puissance moins, ou là d'un électron, c'est 10 puissance moins 3, moins 23, ou là des trucs incroyables. Le nombre d'Avogadro. Des trucs comme ça, 10 puissance 23, le nombre d'Avogadro. Et vous, c'était du petit Pour moi, je jonglais avec ça. Hein. Ça me posait aucun problème. Les puissances de 10, qu'elles soient grandes, géantes, là, les 10 puissance moins quelque chose, pour moi, c'est pas 0,0, je me rappelle très bien. Eh ben, vous mettez 0,0000000. Et du coup, cette prémonition de cet instituteur, quand vous arrivez à Rouen, vous avez la possibilité de vous inscrire donc plein d'écoles d'ingénieurs, bien mieux classées. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Alors voilà, donc il y a un monsieur qui donc s'occupe d'orienter les lauréats du concours des écoles d'ingénieurs. Donc on a passé les concours d'ingénieurs après la préparation des Maths Sup, Maths Spé à Rouen. Je me retrouve à Grenoble. Et donc, normalement, ils vous disent, vous allez à tel deuxième étage, le bureau numéro tant, et on va vous orienter. Je suis allé. Et le gars, il me dit, votre carte d'identité. Je dis, ma carte d'identité, monsieur les amis, il regarde. Oh, mais dis donc, vous êtes bien classé. Vous étiez classé combien? Je sais pas, à l'époque, les ENSI. Il y a plusieurs milliers qui se présentent, plusieurs milliers. Et j'étais parmi les 100 premiers ou la Vous savez pas, vous avez oublié je savais mon classement. Oui. Mais je me rends compte, c'est pas bazar, je suis admis. Je sais que je suis admis. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en fonction de votre classement, on vous donne le meilleur. Accès à de grandes filières. L'Institut Polytechnique de Grenoble, à l'époque, il avait 6 écoles d'ingénieurs, enfin, des départements. Et ce qui était à la mode à l'époque, c'était justement sciences appliquées, mathématiques appliquées, ce qu'on appelle l'informatique. Voilà. Et donc, il savait que si quelqu'un s'inscrit à l'école d'informatique, quand il sort, il va être payé 50% plus que les autres. Là, voilà, jusqu'à présent, c'est toujours valable. À Singapour, on ne trouve pas des codeurs. Des gars qui écrivent des codes, c'est très difficile. Il faut les payer presque. Jusqu'à présent, ça reste toujours valable, même si je parle de 75. C'était en octobre 75. Donc, quand il m'a dit ça, je vous le jure, je voyais avec le doigt du professeur pointer sur moi, il me dit, toi, tu seras chimiste. Et la Médina de Fès. Voilà, plus la Médina de Fès en plus, voilà. Je lui ai dit à ce monsieur, excusez-moi, mais non, je vais aller à l'école d'électrochimie. Ah, quoi, l'école d'électrochimie, elle est classée 5e sur 6. Vous allez, comment, vous êtes fou, quoi? Non, moi, je suis marocain, j'aime bien la chimie, écoutez, c'est votre choix. Moi, personnellement, je peux pas vous empêcher, mais quand même, c'est surprenant. Tout le monde, les gens, ils vous jalousent d'être parmi les 100 premiers au concours des ENSI et que vous choisissiez pas la meilleure école de l'Institut Polytechnique de Grenoble. Voilà, je me suis retrouvé à faire de la chimie jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, ça ne m'a pas touché. Donc, elle dit que la prémonition le professeur, elle m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Elle vous a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et comme quoi, parfois, la passion, c'est ce qui transcende tout le reste. Voilà, il y a une question, voilà, une sorte de foi, de croire bien. Il a pas dit ça par hasard, Alexis. Il a senti des choses. Donc j'ai dit peut-être il a raison. J'aurais pu faire autre chose. Il y a l'école d'hydraulique, il y a une école de télécommunication, vraiment des trucs, vraiment le métier d'ingénieur. Avec la croix, le T, c'était avant. C'était un moment de découragement, je crois. Ah oui, j'arrive. En fait, quand on voit les personnes qui ont du succès comme ça, beaucoup de gens ont du mal à s'imaginer qu'il y a des moments difficiles que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Loin de là. Moi, je veux dire, j'ai plus d'échecs que de réussites dans ma vie. Et qu'en réalité, ces obstacles-là, eh bien, on les dépasse souvent grâce à de bonnes rencontres aussi. Voilà, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Qu'on doit être suffisamment malin ou attentif à bien écouter et à reconnaître. Alors, la petite histoire, c'est que... N'aimiez pas qu'il fasse froid. Le froid. C'est la nuit. Ouais. C'est-à-dire qu'on est à Rouen, en Normandie. Je suis arrivé mi-septembre 1972. Le lycée Corneille, qui a une réputation extraordinaire, parmi les 10 meilleurs lycées de France pour les classes préparatoires. Donc, j'ai vraiment une très bonne réputation. J'étais heureux, vraiment très fier d'être admis au lycée Corneille de Rouen. Et début octobre, un mois après,
les classes, c'est le tarif. Quand on est en maths sup, on a chaque matin 2 heures de maths, 2 heures de physique, tous les jours. C'est calculé. C'est pas négociable. Non, pas négociable. Et donc, j'en rentrais en classe de mathématiques le matin à 8 heures. Je me mets au fond de la classe. Il fait nuit dehors. Il fait encore nuit. La classe est éclairée. La nuit. Alors, j'ai demandé une exception à la professeure de maths. Quand écoutez, ne le prenez pas mal, madame la professeure. Je vais me mettre au fond et je vais dormir. Je peux pas suivre un cours de maths quand il fait nuit dehors. Je suis habitué au Maroc, il y a toujours le soleil et tout. Mais elle était gentille, elle m'a dit ouais, allez-y. Alors je me suis mis au fond, j'avais un classmate à côté de moi, il a pris du papier millimétré au chauffe, intelligence. L'axe des X, il a mis la date. Les dates, l'axe des Y, le nombre de minutes où je dors. Il a fait votre courbe de sommeil. De sommeil. Et chaque jour, il faisait une croix. Rachid, il a dormi là 40 minutes. Le 38, le 35, ça va. Au bout d'un moment, ça c'est devenu presque normal. Alors, il y a ça. Il y a l'autre chose qui m'a pas beaucoup plu. C'est vrai, c'est le climat. C'est-à-dire que même quand il fait jour, c'est toujours des nuages, il pleut, etc. C'était l'automne, là. C'est pas la saison la plus gaie qui soit. Normandie, voilà. Ouais. Bon, alors je commençais à déprimer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis comme le roi des... En plus, le professeur français au lycée Moulay Idriss, parce que j'ai fait sciences mathématiques, la terminale, la classe terminale, le bac, Moulay Idriss. Et on avait, comme d'habitude, un prof de maths et un prof de physique-chimie. Et le prof de physique-chimie, Galli, c'est lui qui m'a, encouragé à aller à Rouen. Galli, il y a 2 villes qui vont vous plaire beaucoup si vous allez faire maths sup là-bas. Rouen et Versailles. Je sais pas pourquoi. Galli, les 2. Ouais, Galli, Rouen, c'est encore mieux. Pourquoi? Galli, c'est une ville médiévale, comme Fès. Il faut remonter à plus de 1000 ans. Comme l'histoire Fès, moins le soleil. Moins le soleil. Mais la similitude, c'est dans le nombre de clochers et le nombre de minarets. Et là, Galli, c'est la ville à 100 clochers et Fès, c'est la ville à plusieurs centaines de minarets. Donc, c'est vraiment plus l'histoire, etc. C'est super, je vais aller à Rouen. Bien sûr, j'ai accepté d'aller à Rouen. Et effectivement, c'est une ville, après, quand je l'ai découvert, je suis retourné récemment. Elle est magnifique comme ville. C'est vrai, elle est superbe. Voilà. Mais, à l'époque, et en plus, à l'époque, vraiment, on était très bien accueillis. Il y avait le maire de Rouen qui s'appelait Monsieur Le Canuet. Très connu. Il s'était présenté aux élections présidentielles, etc. Et, Monsieur Le Canuet, il a invité tous les étrangers des classes préparatoires du lycée Corneille il y avait un autre lycée, Jeanne d'Arc, les filles qui faisaient littérature, etc. Art, littérature. Zalina nous a reçu à la mairie, il nous a fait un discours, bienvenue, etc. C'était un autre siècle, hein? C'était quelque chose. Donc voilà, c'était bien parti. Alors, quand j'ai commencé à déprimer, voilà, je suis allé voir le directeur du lycée Corneille. Voilà. Je lui ai dit, écoutez, franchement, j'ai bien réfléchi, je vais rentrer au Maroc. Je peux pas, j'arrive pas à supporter le climat, etc. De toute façon, monsieur les amis, vous êtes libre, hein, je peux pas vous empêcher, absolument. Et il est allé au tableau, il a dessiné la lettre T majuscule. Il a dit, vous êtes là. Vous êtes en haut du T. Vous allez à droite, c'est la facilité, c'est les tagines marocains, c'est les amis, la famille, tout le confort, etc. Parfait. Vous allez vous sentir heureux, mais vous risquez pas d'aller très loin. Par contre, si vous tournez à gauche, vous allez suer, vous allez vraiment souffrir, mais au bout, vous allez aller le plus haut que vous avez imaginé. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, prenez un peu de temps, réfléchissez. Vous êtes très intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a pas dit non, mais il vous a amené à reporter la décision. Ouais. Et ce qu'il a fait, de très intelligent, il a été voir
la prof de maths et la prof de philosophie. 2 professeurs femmes. Déjà, c'était un choc culturel pour moi que les 2 professeurs principales, c'était des femmes. C'est extraordinaire. Pour un Marocain qui arrive comme ça, c'est extraordinaire. Et il leur a dit, faites attention à Rachid Yazami, voilà, il passe par un moment difficile, etc. Et j'ai senti, le lendemain, la prof de maths, elle m'a envoyé au tableau, elle m'a dit, ah c'est très bien. Même invité à dîner, je oui, crois. la prof de physique-chimie, elle m'a invité chez elle, à dîner, etc. Donc, est-ce que cette bienveillance, c'est quelque chose qui vous a marqué et parce que ça se voit quand on vous rencontre. Ben oui. Écoutez, est-ce que c'est quelque chose que vous dispensez dans vos cours, est-ce que c'est important pour vous? Ben, excellent, bien sûr, parce qu'on transmet un savoir et puis on a les regards des autres, on voit un peu comment ils prennent le message, ce qu'on est en train de leur apprendre et tout. Et c'est vrai que on sent qu'il y a dans la classe, il y a des enfants qui viennent, des élèves qui viennent, des étudiants qui viennent d'un milieu un peu difficile, où là ils vivent une situation de famille difficile, etc. On leur prête plus attention. Ça c'est vrai. On le sent. Ouais. Mais discrètement, on ne demande pas les détails. C'est jamais les détails. On sent et ça va. On sent bien l'attention. Juste prêter plus d'attention, le sourire, etc. Ça permet de dire j'existe. Absolument. Au moins pour ce professeur, j'existe. Absolument. Ça, d'ailleurs, on dit que la meilleure compétence en soft skills de notre siècle, ce sera l'empathie. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Il faut développer ça chez les gens. Actuellement, malheureusement, avec tous les moyens, machin électronique, les gens sont un peu détachés de la réalité. Et on est des humains. On a des sentiments, voilà. Il faut, c'est vrai, il faut rappeler aux gens qu'on est vraiment des humains, qu'on fait partie de la même race, des hommes, des femmes, etc. Et que de temps en temps, il y a des gens qui passent par des moments difficiles. Il faut leur prêter attention, les écouter, les aider, etc. Donc c'est vrai, ça c'est le côté. C'est un message qu'on entend de plus en plus, heureusement, mais il y a quand même tout un clan d'égoïsme, d'opportunisme, etc. qui continue. On ne sait pas trop qui va gagner ou si finalement on a déjà gagné d'avance, c'est déjà perdu d'avance. C'est-à-dire que il faut que les gens apprennent à prendre des satisfactions autres que très matérielles. Voilà. Donc quand on fait quelque chose vis-à-vis de quelqu'un et que on a contribué d'une certaine manière à le rendre un peu plus heureux ou accepter plus une situation de chaja, c'est vrai que on sent en soi-même une certaine satisfaction qu'on ne sent pas même si on vous donne 1 million d'euros. Exactement. C'est ça. Et donc ça, il faut que les gens apprennent qu'il y a une valeur très importante. Alors au Maroc, on dit souvent que la gentillesse, c'est de la naïveté. C'est vrai que ça dépend de qui. Ça dépend de qui la reçoit, qui la donne. Donc moi, c'est vrai que y a une anecdote que je vous la raconte. J'étais avec un autre professeur allemand et j'ai un ami japonais qui a créé une grosse société en Japon, etc. Et on voulait aller le voir pour voir comment on peut travailler ensemble. Donc avec l'allemand, il était avec moi à Singapour, Chine. Vous avez parlé japonais parce que vous avez appris japonais. J'ai appris le japonais, c'est vrai. J'ai appris le japonais, mais là, c'était en anglais. Alors, on fait la réunion de travail, etc. On se met d'accord sur un certain nombre de choses. Et après, je lui dis, tiens, si on prenait une photo. Ah, bien sûr, il a appelé son assistante. On s'est mis debout, les trois. Le japonais, l'allemand et moi. Tac, on prend une photo. Je vois. Nous deux, l'allemand et moi, on sourit, comme ça. Moi, je le connais, c'est comme un ami. Comment ça se fait tu n'arrives pas à sourire, c'est un problème. Les smiling is a sign of weakness. Voilà. Sourire est un signe de faiblesse. Donc, au Japon, sinon vous allez penser que je suis faible. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire la gentillesse et des trucs comme ça peut être prise par un certain nombre de gens comme un signe de faiblesse. Voilà. Mais en fait, non. Moi, personnellement, ma gentillesse m'a permis de triompher dans pas mal de situations et les gens me le reconnaissent. Ça va dans les deux sens. C'est comme un miroir. Donc moi, je n'ai jamais essayé de changer ma nature. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments de tristesse, je suis triste, mais sinon, le reste du temps,
qu'est-ce qu'on a à perdre à faire un sourire à quelqu'un? Franchement. Rien. Voilà. Alors, en 1980, professeur, vous transformez le graphite en or. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ben ça, c'est le tournant de ma carrière, ça. Ça, c'était le moment déterminant. Ça, c'était le petit garçon de la Médina de Fès, voilà, exactement. Il arrive à impacter 7 milliards d'êtres humains. Ouais. Et même un peu plus. Bah oui, il y a il y a 10 milliards de batteries en 2021 qui ont été construites, et là, il y a 7 milliards et quelques populations humaines. Donc vous arrivez à cette découverte, et c'est un exemple de sérépendité, j'arrive jamais à le dire en français, sérépendité, parce qu'en fait, c'était pas ça que vous étiez en train de chercher. Non, du tout. D'accord. Absolument. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, quand vous voyez que le graphite est en train de stocker l'énergie, si j'ai bien compris. Stocker du lithium, voilà. Il stocke le lithium. En fait, le graphite, c'est gris, c'est noir. D'accord, c'est le truc, la mine de crayon. D'accord? Et quand il est sous forme de millefeuilles. Donc, c'est des feuilles de carbone. D'accord? Et entre les feuilles, on peut mettre, dans le millefeuille, on met de la crème, mais là, on met du lithium. Donc, le lithium rentre entre les couches. Il écarte un peu les couches. Et il y a des réactions qu'on appelle des transferts de charge. C'est-à-dire que le graphite, au départ, c'est un semi-métal. D'accord? Il devient métallique. Il devient conducteur métallique. D'accord? Il a une propriété d'un métal. Et la magie, ce transfert d'électrons fait qu'il change de couleur. Donc, la phase finale, quand on met le maximum de lithium dans le graphite, la phase finale, elle est dorée. D'accord? Mais avant, il était passé par une phase bleue, un peu métallique, et après ça devient plus bleu, et après il y a un mélange entre le bleu et le doré, ça fait un mélange violet. C'est magnifique, non, c'est fantastique. Et après ça devient doré. Et moi je faisais partie, donc j'ai commencé ma thèse. J'ai commencé ma thèse en 78. Vous étiez déjà au CNRS là? Mazel. Non, je suis pas encore entré au CNRS, mais le laboratoire où j'ai travaillé fait partie du CNRS. Il était associé au CNRS. Donc quand j'ai commencé mon DEA puis ma thèse en 78, heureusement, c'est ça aussi le truc super dans le système français, c'est qu'on a des conférences nationales sur le carbone. Donc, je faisais partie d'un groupe, le groupe français des études du carbone, et un autre groupe qui s'intéresse aux matériaux d'insertion. Dont le carbone, mais il y a d'autres, les argiles, etc. Donc, c'est une spécialité à part. Et donc, j'ai appris, quand j'allais à la première année, 78-79, que quand on rentre du lithium dans le graphite, il change de couleur, il devient doré. Sauf que les gens qui ont réussi à intercaler du lithium dans le graphite ne l'ont pas fait dans une batterie. Ils l'ont fait dans une réaction chimique. A plus B. Là, je fais A plus B plus des électrons. Donc, c'est de l'électrochimie. D'accord? Et donc, les gens ont essayé d'intercaler du lithium dans le graphite dans une batterie, dans une cellule électrochimique. Ils n'ont jamais réussi. Le graphite, il a tendance à gonfler quand le lithium rentre. Il rentre pas tout seul. Le lithium, c'est un tout petit ion. C'est un des plus petits cations. Une barre d'hydrogène. Donc, c'est vraiment tout petit. Normalement, quand il rentre dans le graphite, il va pas déformer beaucoup. Mais, il rentre pas tout seul. Il rentre avec un cortège de beaucoup d'autres molécules, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle une exfoliation. Donc, ça se démolit. Donc, la structure du graphite est démolie. Complètement. On a broyé le graphite. Donc, les gens ont publié que, quand j'ai commencé ma thèse, quand j'ai regardé fait un peu une recherche bibliographique, qu'ils ont essayé, mais ça a jamais marché. Ben là, ils n'ont jamais réussi à avoir la phase dorée. Et vous vouliez l'avoir? Et moi, la question est, pourquoi ils ont échoué? Voilà. Pourquoi? Comprendre pourquoi ils ont échoué. D'accord? Et on savait dans le groupe français des études du carbone et l'intercalation, bien là, quand on peut pas dans une cellule électrochimique rentrer que le lithium tout seul. Surtout si on utilise ce qu'on appelle un électrolyte liquide. Donc tout le monde utilisait des électrolytes liquides à l'époque. Et là, c'est ça le truc, on a fait faire croiser des choses. Moi, j'avais un classmate, un ami, qui était avec moi à l'école d'ingénieur. La même promotion. Et
on était 55, parmi les 55, il y en a eu que 4 ou 5 qui ont choisi de faire un doctorat, dont je fais partie, ouais, de Philippe, un ami. Donc il faisait, lui, une thèse avec un autre professeur qui travaillait sur des électrolytes solides, machine liquide. Et on allait tous les jours déjeuner ensemble. Avec Philippe. On allait déjeuner, on se racontait des histoires d'autres choses, etc. Et un jour, je lui ai dit, Philippe, est-ce que tu peux me passer un morceau de ton électrolyte? Il dit, je peux te donner la recette pour le fabriquer, je peux t'en donner un petit morceau, mais surtout ne le dis à personne. Son directeur de thèse, il voulait pas que d'autres utilisent. Pour lui, c'était la découverte du siècle. Il y a des gens comme ça, tu sais, ils sont pas partageurs. Ils veulent pas, surtout pas. Ça va lui échapper, etc. Donc, j'ai pris avec le morceau de polymère qu'il m'a donné et j'ai fait un sandwich. J'ai fait lithium métal, le polymère et le graphite. Voilà. Avec le polymère, il conduit comme un électrolyte avec des ions lithium. Donc, on peut transférer du lithium du métal vers le graphite. Voilà, c'est un transfert. Et ouais, j'ai commencé. Voilà. 6 mois, l'expérience. Ça a duré 6 mois. Ah oui. Je voulais pas, personnellement, je ne voulais pas inventer une anode. Du tout. Ce que je voulais, c'est répondre à la question, peut-on insérer du lithium tout seul dans le graphite? C'est tout. Est-ce qu'on peut arriver à la phase dorée? C'est tout. En fait, comme on dit, c'est un problème bien posé et déjà un problème réglé. Enfin, voilà. Il y a une citation comme voilà, ça. Exactement. Vous, voilà, exactement. Dès qu'on, si on pose bien la question, on a déjà la moitié, de la réponse. Ça, c'est vrai. Ouais. Et donc, il se trouve qu'effectivement, à la fin des 6 mois d'expérience, là, je voulais faire la thermodynamique, je voulais faire la cinétique, des trucs vraiment extraordinaires. Je suis en thèse d'état. Donc, il faut la partie plus théorique. Mm-hmm. Et quand j'ai ouvert ma cellule, punaise, il est doré. Ça s'appelle les Eureka. Là, c'était le professeur Tournesol. Exactement, puissance, exactement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir avec le professeur qui dirigeait la thèse de mon ami. Michel, viens voir. Chef d'Akchi, il a été aux anges. Il a dit, mais c'est extraordinaire, Akchi, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Là, je me rendais pas compte, c'était, waouh, il est prof. Donc, il sait la valeur de cette découverte. Vous ça y est. Là, est-ce que on peut insérer du lithium dans le graphite dans une cellule électrochimique? La réponse est oui. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est tout. Ou j'ai le directeur de la thèse d'y aller, ou voilà, on a commencé, on dit, maintenant, on va faire les analyses chimiques, enfin bref, donc on a fait un truc, on a, 15 jours. J'ai répété l'expérience. Une fois qu'il rentre, il faut se demander s'il veut sortir. Pour faire une batterie, il faut stocker et déstocker. Et oui. Voilà. Et donc, j'ai réussi à transformer l'or en noir. La réaction inverse. L'inverse. Donc, ça marche. Alors, on a commencé à cogiter. Écoute, ça a l'air d'être un réservoir de lithium réversible. Ça rentre et ça sort. Voilà. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à une anode. Ben oui, c'est une anode. On l'a pas pensé tout de suite. Ah oui. Non, ça a pris au moins 2-3 semaines. Écoutez, directeur de thèse d'Yali, c'est une découverte. Il a dit, ouais, c'est pas une découverte, c'est une invention, Rachid. On va déposer un brevet. Donc, j'ai écrit un rapport, décris bien ce que tu as fait, etc. Et on va l'envoyer au bureau des brevets du CNRS à Paris, qui s'appelle à l'époque l'ANVAR, l'Agence nationale de la valorisation de la recherche. Très bien. On envoie le directeur d'Yali, il écrit une lettre. Monsieur le directeur de l'ANVAR, veuillez trouver le rapport sur l'insertion du lithium dans le graphite. Et on veut déposer un brevet pour une anode, ce qu'on appelle une électrode négative. Voilà. Un jour, 2 jours après, un téléphone. Le directeur de l'ANVAR appelle mon directeur de thèse. Mais monsieur professeur Touzin, mais c'est formidable, c'est une bonne découverte, etc. On va déposer un brevet. Alors, c'est incroyable. Je fais ma première expérience, déjà j'ai un brevet.
Il a dit de toute façon, surtout ne publiez pas, voilà, sinon ça va vous casser, donc vous gardez ça secret et tout, très bien. Passe 2 semaines et il rappelle mon directeur d'hôtesse, Gallo, vous savez, j'ai réfléchi et j'ai une idée à vous proposer. Très bien, qu'est-ce que l'idée? Nous, on est CNRS, on est gouvernement, on n'a pas vocation à commercialiser les découvertes. Par contre, les sociétés, les compagnies peuvent le faire. Et moi, je connais une société française qui peut être très intéressée par ça. Là, ils travaillent sur les batteries rechargeables, déjà à l'époque. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes d'accord que j'envoie le rapport à cette société, d'accord, pour leur demander de prendre le brevet à leur nom, à leurs frais, on leur donne un brevet. Mais en contrepartie, ils vous financent vos recherches et la thèse de M. Yazami va être financée par la société française, etc. Punaise, j'étais aux anges. J'ai un brevet et j'ai de l'argent. Qu'est-ce que tu veux? On est juste 1 an après le début de ma thèse, on est 79, 80. Voilà, entre les 2 années. Alors, on attend la réponse. Donc, il a fait signer un truc de confidentialité avec la société. Ils l'ont signé. Voilà. On attend 1 semaine, 2 semaines, et le rapport revient, mais on lance-flamme. Puis, ouais, c'est une bonne idée. L'arrogance à la française. C'est une bonne idée pour des académiciens, on a des gens qui travaillent dans le milieu académique, mais nous, en tant que société, nous ne voyons aucun avenir à cette invention, donc s'ils veulent publier, ils publient, et nous, on n'est pas intéressés par ce brevet. Paf! Encore une entreprise qui avait du flair. Ah oui, ça, de très loin. Il sentait les choses de très très loin. Donc, alors ça, c'est vrai que moi, j'ai pas d'avis personnel. Avec le directeur d'Yel Lanvar, il a dit, monsieur Touzin, le directeur de la thèse, il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Soit on le fait tout seul, soit on abandonne. Et ça, c'est une décision, mais d'une importance extraordinaire. Le professeur Haddadi, avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'y est pas derrière l'idée. Il m'a laissé faire, c'est tout. Oui, je l'ai informé. Il savait tout. On se réunissait, on savait, mais j'ai rien caché. Et à la fin, quand il a vu, il était content quand il a vu que ça a marché, donc il était très content. Mais il voulait être co-inventeur, ce qui, pour moi, c'est pas un problème, d'accord. La seule chose que d'une certaine manière, je lui reproche, c'est que il s'est écrasé. Il a dit, si la société, moi je veux pas faire de vagues. Il n'y a pas eu de brevet de déposer. Il n'y a pas eu de brevet de déposer, malheureusement, ce qui a fait perdre à la France au moins 50 ou 60 milliards de dollars sur les 20 dernières années, au moins. Et ce qui aurait fait de vous le Elon Musk marocain du monde. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, que s'est-il passé? La petite anecdote, c'est que quand j'ai fini ma thèse, en 85, je me suis présenté au CNRS, ils m'ont accepté. Donc, je suis entré comme chercheur au CNRS officiel. C'est un concours très difficile, je peux vous le garantir. Et l'année d'après, j'ai demandé d'aller au Japon. Et le CNRS m'a dit, bien sûr, on vous envoie, vous venez d'entrer chez vous. Voilà, je suis allé au Japon. Et j'étais à Kyoto. Et un des élèves, des étudiants japonais, avec le centre de recherche Kyoto, l'université de Kyoto, il était embauché par Sony. À la fin au mois de mars, ils finissent les diplômes. Et le 1er avril, tous les Japonais prennent le premier job le 1er avril. 99% d'eux. Voilà. Et ils prennent la retraite le 31 mars. Ça, c'est les Japonais. Ça, c'est le système japonais. Voilà. Maintenant, ça a un peu changé, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, ils prennent ce jeune que j'ai plus ou moins, voilà, je me suis occupé un peu de son projet, je l'ai envoyé à Bordeaux, il a fait des recherches à Bordeaux, il est revenu, il parlait un peu français, etc. C'était vraiment très mignon. Il y avait un congrès en 90 en Chine sur les batteries au lithium. Et d'habitude, Sony, il participe chaque année. C'était en juin 90 à Pékin, Beijing. Ils sont pas venus. Il y avait une rumeur. Sony va bientôt commercialiser une batterie rechargeable au lithium. Une rumeur comme ça.
tout le monde en parle, mais ils sont où les gens de Sony? Il n'y en a pas. Personne ne pouvait dire. Ou avec le chairman du congrès, il a dit, nous soupçonnons Sony d'utiliser le graphite comme anode, comme pôle négatif. Mais c'est votre invention, ça. Voilà. Alors il a dit, nous avons la chance d'avoir Monsieur Yazami. Monsieur Yazami, est-ce que vous pouvez venir nous expliquer comment le lithium peut être utilisé comme une anode? 90. Ah bien sûr, je suis content. J'ai dit, oui. Mais, j'ai dit, moi j'ai essayé de rentrer du lithium dans le graphite dans un milieu liquide, ça ne marche pas. Dans un solide, polymère solide, ça marche. Mais j'ai un doute que Sony utilise un polymère solide. Il faut chauffer à 60 degrés pour que ça marche, sinon ça marche pas. Ils ont résolu le problème. Moi, c'est très long. Il faut écrire un livre là-dessus. Là, c'est des choses auxquelles on s'attend pas. Dans les électrolytes, les solvants des électrolytes, il y a une classification de la stabilité chimique. Et on veut utiliser le matériau le plus stable. On veut pas que ça se décompose. Et contre toute intuition, contre bon sens, les Japonais ont utilisé un liquide qui est moins stable que celui que moi j'ai utilisé, et c'est celui-là qui a marché. Waouh. À l'èche, avec le liquide, comment on appelle ça? Il se sacrifie. Il se sacrifie, c'est-à-dire il se décompose un peu pour former une couche sur la surface du graphite, et une fois que cette couche elle est faite, il se décompose plus. Donc il crée la couche qui le défend. C'est encore de la magie, ça. C'est de la magie, absolument. Mais c'est contre le bon sens. Le bon sens dit, le carbonate d'éthylène, mais il faut surtout pas. Et en plus, ils font à très haute température. Mais on pouvait pas. Non, mais on l'a pas utilisé. Comment on va pas utiliser ça? On sait que ça se décompose. Donc c'est pas la peine. On va dire que c'est la décomposition du carbonate d'éthylène qui a permis à la batterie au lithium de Et 14 ans après votre découverte, vous recevez le prix Charles Draper, c'est ça? Exact. Et c'est un prix qui vous touche beaucoup. On dit souvent que c'est le prix Nobel des ingénieurs. C'est le vrai prix Nobel des ingénieurs, c'est vrai. Et vous avez dit que c'était un prix qui vous touchait énormément parce que c'est un prix qui récompense des inventions, des découvertes qui impactent significativement la vie de l'humanité. Bon, alors si je peux vous parler très brièvement du prix Draper, le prix Draper. Il y a l'Académie des ingénieurs à Washington, ça s'appelle National Academy of Engineering, à Washington DC, avec l'Académie des sciences. Ils sont dans le même bâtiment, ils sont pas très loin de la Maison Blanche, Washington, d'accord. Et il y a une fondation Draper du MIT, un professeur Draper de MIT. Il a inventé des choses extraordinaires qui font que les satellites peuvent s'assembler à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres en notre tête. Au millimètre près, ils viennent se mettre l'un en face de l'autre. Il a mis au point la méthode. Donc c'est lui, Monsieur Draper. Mais il n'a pas eu le prix Nobel pour ça. Donc il a créé une fondation pour justement soutenir les gens qui font des inventions. Exactement, il a presque la même histoire que Alfred Nobel. Il n'avait pas d'enfant, il a dit toute ma richesse, toute ma fortune, je la donne à cette fondation. Donc il y a une fondation Draper à Boston. Et la fondation Draper et l'Académie nationale Academy of Engineering, ils ont créé ce prix. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris 14 ans plus tard que vous étiez reconnu? À qui vous avez pensé? Non mais attendez, ça s'est passé pas comme ça. Ah bon? Non, j'étais à une réunion à Singapour. En réunion, le téléphone sonne et je vois un numéro américain. Il était 11h le matin à Singapour. On a 12 heures de décalage, c'est-à-dire qu'il est 11h du soir sur la côte Est. C'est bizarre. Bonjour, hello, may I speak to Professor Rashid Yazami? Speaking. Il se présente. I am the president of the general secretary of the Academy of Engineering Washington DC. Bon, welcome. Enchanté, quoi. Voilà. On reste poli. Voilà, poli. Et je lui ai dit, what can I do for you? Je vous jure. Quelqu'un que
vous ne connaissez ni Dev ni Dador, qui se présente en tant que le président de l'académie. Vous m'appelez des États-Unis, de Washington. Oui. Mais il est 11h du soir. Qu'est-ce que vous avez en plaisantant que faites-vous à 11h du soir pour m'appeler? Attendez, monsieur les amis, je vais vous annoncer, c'est pas what can I do for you? C'est moi qui veux faire quelque chose for you. C'est l'inverse. Mais toi, oui, c'est quoi? Écoutez, je vous annonce la bonne nouvelle. Vous êtes lauréat 2014 du prix Draper. Je dis, what is Draper Prize? C'est vrai, beaucoup de gens ne le connaissent pas, etc. Voilà. Et il m'a raconté la petite histoire. Il m'a dit, nous, à la fondation Draper, on s'est rendu compte, avec regret, qu'il n'y a pas un prix Nobel des ingénieurs, pour les ingénieurs. Qu'il y a la chimie, qu'il y a la physique, qu'il y a la médecine, la biologie médecine, qu'il y a une littérature, art, littérature, qu'il y a la paix ou les chirurgiens. Donc voilà, donc il y a 5. Voilà. Donc, nous sommes allés à Stockholm et on a rencontré l'Académie royale suédoise qui, elle, donne le prix Nobel. Nous, on veut sponsoriser un prix Nobel pour les ingénieurs. Poliment, les Suédois lui disent, il y a le testament de monsieur Alfred Nobel. Il dit, voilà, 5, on peut pas rajouter. Donc, c'est pas possible. Alors on est revenu à Washington, on a créé le prix Nobel des ingénieurs nous-mêmes, voilà, avec la même impact. Ça. Donc, écoutez, franchement, Gali, d'ailleurs, il y a d'autres membres de votre équipe qui vont le recevoir aussi. Il y a 3 autres. Alors il y a monsieur tel et tel. Bien sûr, je les connais, c'est vrai, très bien. Et donc, monsieur Yazami, notez tout de suite le 14 février 2014, vous êtes à Washington. Ça, c'est une belle Saint-Valentin, parce que vous avez l'habitude, professeur, de dire que vous avez épousé 2 femmes. Oui. Votre épouse et la science. La batterie et la science. Et là, la Saint-Valentin, il y avait... Ouais, quelque chose comme ça, ouais. C'est extraordinaire, ouais. Et donc... J'ai juste une petite question, professeur, si vous permettez. Oui. Beaucoup de gens auraient pu avoir du ressentiment, se dire victime, se dire « on m'a pas reconnu, le brevet ». Vous, pendant 14 ans, vous avez tracé votre route. Bien sûr. Non. Les Japonais, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup de rencontres avec, c'est ça qui est formidable dans mon parcours, c'est les rencontres humaines, etc. Un jour, on était dans un congrès franco-japonais, dans un site magnifique, à côté du Fujiyama, Fujisan, etc. Magnifique. Et c'était un onsen. Un onsen, c'est le bain, quand on rentre le soir et on est là, c'est chaud et tout, on est bien, on est décontracté. Il y avait un Japonais, un ami à moi, un professeur, Dali Rachid. Je pense qu'un jour, l'anode en graphite, on doit l'appeler de Yazami Electrode. Donc là, c'est gentil. Mais il était sérieux. Il faut l'appeler de Yazami Electrode. Je dis, c'est gentil, écoutez, pourquoi pas, hein, si ça leur plaît. Parce que la reconnaissance de l'invention, elle est reconnue par tous les scientifiques que je connais. Quand je vais dans plus important, ce sont vos pères. Mes pères. Ils le reconnaissent. Alors, une question, professeur. On dit souvent qu'on reconnaît ses amis dans les échecs. Oui. Et moi, j'ai une autre philosophie là-dessus, j'ai une autre idée. Je me dis, on reconnaît aussi ses amis quand on a du succès, s'ils sont heureux pour nous et qu'ils nous le disent. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Tout à fait, bien sûr, c'est le partage. Ouais. Voilà, donc on partage dans la douceur, dans la douleur et dans la joie, pour le meilleur et pour le pire. C'est valable pour un couple marié, que ça peut être valable aussi dans l'amitié. Donc c'est effectivement vrai. Alors Thomas Jefferson a dit, je crois beaucoup en la chance et je constate que plus je travaille, plus la chance me sourit. Ouais. Et je vois sous votre sourire, votre bienveillance, beaucoup de discipline et de rigueur. Bah ouais, obligé. Là, on est dans un domaine qui exige la rigueur et la discipline, la science quand même. Quand vous publiez un papier, il faut que ça soit avec des preuves, etc. Et que ce soit parfait. Alhamdoulilah, moi je remercie le bon Dieu. Aucune des publications que j'ai faites n'a été contestée. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a écrit, Monsieur Yazami s'est trompé, etc. C'est faux. La conclusion de son rapport, la soumission, c'est faux. J'ai jamais vu ça. Alhamdoulilah. Ouais. Donc ça ça exige justement un niveau de rigueur scientifique. Vous avez la preuve, vous dites exactement la démarche que vous a amené de A à Z.
et vous faites des conclusions et tout le monde les accepte. Et la réussite, c'est beaucoup de travail. Énormément, bien sûr. C'est ce que vous avez appris de vos parents. Bah notamment. oui, ça c'est vrai. Il faut rien ne tombe du ciel comme ça. Il faut justement, comme on a dit au début, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de barrières partout dans le chemin qu'on parcourt, mais il faut pas. On tombe et on se relève et on continue. Justement, la face éclairée de la Lune, d'après ce que j'ai compris, elle a une température de 150 degrés. Et puis quand elle n'est pas éclairée, c'est moins 150. Et ma question, c'est est-ce que réussir, c'est ne pas échouer ou c'est apprendre à échouer bien? Les deux. Hein. D'abord, on est un scientifique. C'est comme un peu les gars qui sont très connus, les fins limiers de la police, ils sentent, ça doit être lui. Dans un crime, on le soupçonne, on sent, il y a des trucs que les autres ne voient pas. Il est suspect. Voilà. Nous, on a une intuition. Comme scientifique, on a un problème, on se pose un problème. D'accord? Voilà. On résout des problèmes tous les jours, des questions qui se posent. Et après, l'approche qu'on a pour résoudre ce problème-là, ça pose sur pas mal d'intuitions, mais vraiment des trucs très raisonnables. Attention, on est dans la raison, on n'est pas dans le farfelu. Donc on fait des choses par step by step et maintenant c'est réversible. On va dans une direction, on est dans la mauvaise direction, je claque, on change. C'est de la sagesse. Voilà, sagesse. Là, il faut continuer, voilà, il faut toujours persévérer. Donc là. Et alors, professeur Rachid Yazami, c'est un scientifique, mais maintenant c'est un entrepreneur. Oui. Et vous avez lancé la 5-in-1 Batteries, c'est ça? Parce que on a bientôt fini. Non, c'est pas un problème. Parce que vous avez une chose qui vous intéresse beaucoup, c'est la sécurité. Oui. Alors, 5-in-1. Vous avez créé une puce qui va dialoguer avec la batterie, qui va nous dire des choses. Ouais. En fait, les batteries, on les a développées un peu comme des athlètes. Et ce qu'on regardait, c'est les muscles. Et on voyait pas qu'il y a un cerveau. On s'en foutait du cerveau. Ce qu'on voulait, c'est que la batterie vous fasse vous dure le plus longtemps, qu'elle puisse faire de la puissance, machin, etc. Donc on a développé vraiment l'aspect matériau pour augmenter les performances des batteries. Énergie, puissance, durabilité, etc., etc. Et je me suis dit quand même c'est dommage, c'est quand même tellement subtil ce qu'il y a dans la batterie, il faudrait qu'on arrive à contrôler un peu ce qui se passe dedans et peut-être que la batterie nous passe des messages que nous on n'arrive pas à détecter. Donc je voulais d'une certaine manière communiquer avec la batterie, voilà, en regardant les signaux qu'elle nous envoie. C'est quoi les signaux? Donc le problème que vous avez posé, vous avez énoncé le problème, c'est-à-dire que si on comprend exactement ce que la batterie, c'est-à-dire que par exemple les gens parlent de mémoire. Voilà. Est-ce qu'une batterie a une mémoire? Moi je dis oui. C'est-à-dire une batterie, si vous la laissez, vous avez un iPhone ou un téléphone et vous le laissez dans une voiture à la plage l'été qui fait 40 et quelques dehors, etc. et à l'intérieur de la voiture il fait 60, la batterie s'en rappellera. Ah oui, là, vous l'avez grillé, parce qu'il n'a elle s'en rappellera. C'est un coup de foudre à l'envers. Voilà. Si vous la chauffez ou vous faites des trucs qui sont en dehors un peu du domaine de l'utilisation normale, les conditions normales, elle s'en rappelle. La batterie, on s'en rappelle. Mais la manière dont on se rappelle, pour les gens, ils disent, finalement, avant je pouvais utiliser mon téléphone pendant 1 heure et maintenant c'est 45 minutes, donc j'ai perdu. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est la partie extérieure. C'est ce qui est visible. Mais la partie intérieure, c'est qu'il s'est passé vraiment des blessures, des choses à l'intérieur de la batterie qu'on aurait pu éviter, qu'on aurait pu sentir, qu'on aurait pu réparer, mais on ne le fait pas. Vous êtes le docteur de la batterie. Voilà, je suis docteur batterie. Il y en a, les batteries, la relation que j'ai avec les batteries, c'est une relation, disons, un peu charnelle, passionnelle. C'est compliqué, comme on dit. Voilà, exactement, c'est compliqué. Mais elles me le rendent bien. Oui. C'est ça qui est superbe. Ouais. Donc, en explorant, par exemple, j'ai inventé une méthode qui s'appelle l'anthropimétrie. Comme tout dans la physique, etc., il y a le phénomène de vieillissement. Donc une chaise, elle vieillit. À force de s'asseoir dessus, à un moment, elle casse. Voilà. Et une batterie, c'est pareil. À force de la charger, elle vieillit. Donc les performances dialogues vont baisser. Et l'entropie vous renseigne sur l'état de vieillissement de la batterie.
wesh le pôle plus ou le pôle moins ou l'électrolyte, voilà, des choses comme ça qu'on arrive à détecter en analysant le profil d'entropie de la batterie. Et à partir de là, il y a tellement de renseignements qu'on tire, c'est-à-dire que moi je fais un spectre d'entropie d'une batterie, quelle est la composition de son anode, quelle est la composition de sa cathode, sans l'ouvrir. Des fingerprints. On sait exactement. C'est des empreintes digitales de la batterie. C'est son ADN. C'est d'une certaine manière, c'est son ADN. Et à partir de l'entropimétrie, je me suis rendu compte qu'on apprend beaucoup plus de choses que juste l'état de détérioration, l'état de santé et même l'état de sécurité. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, une valeur d'entropie à un point bien déterminé vous dit si la batterie a ce qu'on appelle un court-circuit à l'intérieur. Et s'il y a un court-circuit à l'intérieur, on a une membrane qui sépare le ventricule gauche du ventricule droit, et s'il y a une fuite de sang, si on mélange le bleu et le rouge, c'est la fin des haricots. Ouais. C'est exactement la même chose dans une batterie. Il y a un séparateur entre l'anode et la cathode. Ce séparateur peut se briser, peut se casser, il peut créer des trous, et à ce moment-là, les deux se touchent. Et si le pôle plus et le pôle moins se touchent, il y a un court-circuit. Et ce court-circuit, c'est ça qui déclenche des explosions de batterie. Voilà. Il y a même eu une voiture, je crois, une Tesla qui a... Malheureusement, ça arrive tout le temps. D'abord, il y a un grand nombre de batteries qui sont fabriquées chaque année, premièrement. Deuxièmement, les conditions d'utilisation des batteries peuvent être des fois en dehors des Quels seraient les conseils que vous pourriez nous donner pour optimiser la sécurité? D'abord, il faudrait s'assurer que la batterie est de bonne qualité au départ. D'accord. Donc, d'origine, comme on dit. C'est comme vous allez une pâtisserie ou un boulanger, et vous prenez du pain, il y a un pain qui vous convient plus que d'autres, là, on a la qualité d'Yalo, le gars, il a fait une recherche extraordinaire qui fait le meilleur pain. Voilà, ça existe. Et c'est des gars-là qui sont reconnus par tout le monde, et tout le monde va acheter le pain Indom. D'accord? C'est la même chose. Les fabricants de batteries, ils vous donnent du pain. Et donc, il faut voir en goûtant si c'est vraiment de bonne qualité ou pas de bonne qualité. Si la qualité n'est pas bonne, c'est vrai que le risque est plus important au départ. Et comme 65% des batteries au lithium sont fabriquées en Chine, et que les Chinois, certains Chinois, pas généraliser, ils s'en foutent de la qualité, ce qu'ils veulent c'est vendre leur camelote aux gens, ça ressemble une batterie, les bouteilles d'eau, ça ressemble, toutes les bouteilles d'eau peuvent se ressembler, vous avez l'impression que mais à l'intérieur c'est un poison. C'est ça le truc. Et donc les gens, il faut détecter quand il y a ces choses-là. Et on arrive avec l'entropie. On arrive à détecter si la qualité de la batterie. On arrive à évaluer le niveau de qualité de la batterie. Voilà, exactement. Et ça, c'est très important par rapport à la sécurité. L'autre chose, c'est que dans 5 en 1, c'est une autre technologie que j'ai inventée qui est donc la NLV, non-linéaire voltammétrie. Et la NLV permet au départ, je l'ai développée pour charger les batteries dans un temps minimal. Et on a battu les records mondiaux, là on est à 6 minutes pour charger une batterie en 6 minutes, ouais, on a un record. Et donc une voiture, vous pourriez la charger en combien de temps? En 6 minutes. En 6 minutes? Si, oui, mais c'est moins long que de faire un plein quasiment. Voilà, exactement. On peut, sur papier en tout cas, oui, on peut charger des batteries en 6 minutes. En 6 minutes. D'abord, on peut le faire en chargeant de 0 à 100%, c'est-à-dire même si je vais à 0 et je charge jusqu'à 100%, on peut le faire en 6 minutes. Maintenant, il y a des batteries, si on les charge à 100%, elles le font en 8 minutes ou la 10 minutes. Mais on ne charge jamais de 0 à 100%. C'est à 80. Voilà, on va de 20 à 80. Donc, on fait que 60%. 60% de 10, ça fait 6 minutes. Donc voilà, donc c'est exactement ça. On revient au cas. La logique, mon capitaine. Mais c'est exactement ça. Donc vous, en tant qu'utilisateur de la voiture, vous allez à une station de recharge. En 6 minutes, vous avez la quantité qui vous amène de 20. Là, vous êtes jamais à 0, là, si vous poussez la voiture. À 80, c'est très bien, et vous pouvez faire 200, 300 km. C'est ça le truc. 6 minutes, vous arrêtez, vous lavez les mains. Le temps de, prendre un petit café, c'est fini, c'est fait. Mais c'est l'avenir, ça. C'est ça. C'est l'avenir. Et c'est pour ça qu'on a professeur Yazami, entrepreneur. Bien sûr, tout ça, c'est des brevets. Et les brevets, par définition, il faut les exploiter. Hein. Et donc, je vais d'abord prendre mon bâton. Là, c'est vrai que j'ai la double casquette. Les gens me connaissent en tant que professeur, que chercheur. Et maintenant, en tant qu'entrepreneur. Donc, j'essaie de trouver un bon équilibre entre les deux. Et là, j'étais il y a 2 mois en Floride et j'ai annoncé, on a des méthodes. La Floride, c'est le plus grand congrès des batteries de l'Amérique du Nord. Ouais. Vraiment, c'est un grand congrès. Et j'ai annoncé Al-Qadia il y a le 5 en 1.
C'est-à-dire la même NLV, non seulement elle permet de charger les batteries dans un temps record, mais aussi elle fait d'autres choses. Elle étend par 2 la durée de vie. C'est-à-dire au lieu que ça soit 5 ans, elle vous donne 10 ans. C'est extraordinaire. Donc ça permet finalement d'augmenter la qualité puisqu'on gagne en durée. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que la manière de charger les batteries influence la durée de vie de la batterie. Et si on fait une charge amicale, en disant à la batterie, j'espère que je vous ai pas trop exagéré là. Mignonne, allons voir si elle arrose. Exactement. Il faut lui parler, quand on la charge, elle vous renvoie un signal, il faut l'analyser. Moi, j'analyse les signaux. Et j'ai créé, avec mes chercheurs justement à Singapour, le code qui permet de savoir si la batterie est heureuse ou pas. C'est le code du bonheur de la batterie. Je lui dis pas, allonge-toi, raconte-moi ton enfance, mais presque. Mais justement, professeur, la quête de notre humanité, c'est aussi cette quête du bonheur. Ouais. Est-ce que finalement, la recherche scientifique, c'est une réponse scientifique à une question philosophique qu'on se pose depuis la nuit des temps? De toute façon, on est des humains. On a des sentiments, on a une logique, on veut comprendre. On imagine un peu l'homme primitif en train de regarder le ciel et essayer de comprendre pourquoi il y a autant d'étoiles, qu'est-ce que ça signifie. On est curieux. Pourquoi on vit, pourquoi on meurt, des questions fondamentales. Et donc la science permet des fois, en raisonnant, d'avoir des éléments de réponse à des questions qui sont mystérieuses. Si vous arrivez à rendre heureux une batterie, vous devez arriver à rendre heureux les gens par une formule scientifique. C'est plus facile de rendre heureux une batterie que de rendre heureux une femme, j'ai toujours dit ça. Votre modèle à vous, ce serait Marie Curie ou bien Nikola Tesla? Tesla, évidemment. Ouais, Tesla, mais sauf que j'ai pas envie de finir ma vie comme lui. Non, voilà. Donc, voilà. Ni l'un ni l'autre, en fait. Hein. Donc... Dites-moi, la vie, c'est un puzzle avec un assemblage de pièces comme ça. Est-ce que vous avez toutes les pièces là maintenant? Non, pas encore. Jamais. Il faut jamais dire que c'est fini. Non. Ouais. Il y a toujours des trucs. Non, vous pourriez avoir les pièces, mais pas encore assemblées. J'ai pas toutes les pièces. D'accord. Les pièces, il faut que je les invente. Et quel est le rêve que vous n'avez pas encore accompli? Si vous voulez en parler. Non, bien sûr, mais bon, il y a énormément voilà. Donc en fait, comme je me suis passionné dans ce domaine-là, et que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de questions à résoudre et tout, et en plus on a l'humanité, la Terre, elle est fatiguée des hommes. Oui. Voilà, elle donne des signes de fièvre, la température monte à cause de tous les gaz qu'on a émis, etc., les gaz à effet de serre. C'est terrible. Donc les batteries vont un tout petit peu adoucir ce truc-là. Si on prend de l'énergie solaire et qu'on la stocke et que grâce à cette énergie, on remplit nos batteries de voitures électriques, c'est extraordinaire. Voilà, il y aura plus d'émissions, etc., etc. Maintenant, c'est vrai que le rêve, ce dont nous avons besoin en tant qu'humains, les besoins fondamentaux, basiques. On a besoin d'air pour respirer. On a besoin d'eau. On a besoin de manger. On a besoin d'avoir une bonne santé, etc. L'eau, c'est un des plus gros problèmes de l'humanité. Et au Maroc en particulier, on parle beaucoup de sécheresse partout dans le monde, à cause justement du climat. Voilà. Donc, mon rêve, c'est peut-être d'utiliser toute cette comment dirais-je, le savoir, le potentiel de l'électrochimie, qui est mon domaine, pour créer de l'eau à partir de l'eau de mer, dessaliner l'eau de mer par des méthodes. Il y a une problématique qui commence à être posée. Bien sûr. Ouais. On a des océans. Là, vous êtes à Rabat. Vous avez une quantité infinie d'eau. Mais c'est pas potable. Ça peut pas être utilisé en agriculture. Là, il y a du sel. Ça coûte très cher à dessaler aujourd'hui. Ah oui. Professeur, est-ce que un homme qui a réussi, c'est un homme libre? Je crois pas que la liberté est liée à la réussite. Franchement. La liberté, c'est quelque chose d'au-dessus. Bien au-dessus. Là, c'est vraiment un idéal humain. On a envie d'être libre. Si on n'est pas libre, on peut pas être, accomplir les rêves. C'est pas possible. Donc, la liberté peut aider à la réussite, mais pas l'inverse. Je pense. D'accord. Voilà.
Est-ce que si vous aviez eu à refaire quelque chose, ça aurait été peut-être d'être poète? Parce que j'ai vu que Oui. vous étiez un amoureux de Victor Hugo. Bah oui. Bah tout à fait. En fait, bon, j'ai traversé ma période bleue un peu. Ah ouais? Ah oui, bien sûr. La romance, voilà, quand on est adolescent, on est amoureux de la voisine, dans la Médina de Fès, on la suit, on l'aime, on lui dit des petits mots dans l'oreille, etc. Tout ça, je l'ai vécu évidemment. Ouais. Et je lisais beaucoup. Parce que votre manière à vous de parler de ce graphite qui se transforme en or, Ouais. ça a une approche aussi artistique parce que vous dites « et c'est beau Ah, mais c'est magnifique. » Ouais. Ah, bah c'est franchement, c'est aussi beau qu'un coucher de soleil, qu'une fleur. Hein. Non, c'est vrai. Je veux dire, c'est magnifique. Attendez, c'est quand la nature vous offre un cadeau comme ça. Ouais. C'est extraordinaire. Ah oui. Vraiment, vous remerciez le bon Dieu. C'est pas, je m'y attendais pas. C'est vrai, je m'y attendais pas. Et donc, pour cette période un peu romantique, j'écrivais des poèmes en arabe et en français. Vous en écrivez toujours? Dans ma tête. Ah, mais il Voilà. faut les écrire. Hein. Ouais, mais bon, il faudrait. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais retrouver. Vous passez beaucoup de temps littéraire. dans les avions, donc vous Voilà. auriez le temps. C'est vrai, c'est vrai. Non, en fait, la poésie vient un peu d'un certain état de rêve, ou là, des trucs, on pense à d'autres choses, on sort un peu, on s'élève spirituellement, et puis on voit des choses. Et donc, on les décrit par des mots. Et moi, c'est dans les pensées, essentiellement. Donc, c'est vrai que des fois, je suis, le matin, je prends le bus pour aller au travail. Donc, il est très tôt le matin à Singapour, il est tard au Maroc. Et j'ai un ami ou une amie qui est là réveillée, et je passe l'heure en parlant à cette personne-là, voilà. Et des fois, voilà, je reprends le côté poétique et je commence à envoyer des mots poétiques, etc. Je décris le ciel, je décris les nuages, je décris les trucs. Donc on va avoir droit à un livre. J'espère. Déjà, vous nous parlez de manière très poétique de votre batterie. Ah oui. Donc, voilà, on n'est pas loin. Le cercle se ferme, voilà. Donc on part de la poésie, on revient à la poésie de toute façon. Dernière question, professeur. Oui. Réussir sa vie ou réussir dans la vie? Je sais pas franchement la différence des deux, mais c'est vrai, c'est prétentieux de réussir sa vie. C'est peut-être plus facile de réussir dans sa vie que réussir sa vie. Sa vie, tant qu'on est vivant, elle est pas finie. Donc il y a encore quelque chose, on peut pas dire j'ai réussi ma vie, alors que je suis encore vivant. Ouais. Voilà. Mais réussir dans la vie, avec tout ce qu'on fait, etc., depuis zéro jusqu'à aujourd'hui, oui, bah, il y a une réussite dans la vie. Ça, c'est vrai. Ouais. Professeur, merci infiniment. Bah, avec plaisir. Vous nous avez appris beaucoup de choses. Et puis, cette bonne humeur, ce regard pétillant, ça donne une pêche. Moi, j'ai les batteries gonflées à bloc, là. Vous n'avez pas oublié quelque chose? J'ai pas oublié. Non. C'est qui? Professeur, vous m'avez promis de répondre à une question très importante. Très bien. Qui est Rouiched? Ah, alors Rouiched, en arabe, c'est le diminutif de Rachid, d'accord? Et je sais pas, le soir, dans la petite chambre que j'avais dans la Médina de Fès, etc. Après l'école, j'ai appris mes leçons et je vais dormir. Voilà. Il fait froid et on met la couverture comme ça. Sur la tête pour ne pas avoir trop froid, etc. On commence à cogiter avant de dormir. Et quand je commence à sentir la chaleur de la couverture, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es heureux, Rachid, tu vois? Mais tu es heureux, Rachid, voilà. Et l'idée du bonheur m'est arrivée quand j'avais l'âge de 5 ans, 6 ans, la notion de bonheur. C'est simple, c'est juste avoir un peu de chaleur, voilà. Et à force de penser à ça, à l'âge de 5 ans, j'ai fait un pacte avec moi-même et je me suis dit, comme ça, dans ma tête, Rachid, tu as intérêt à être heureux. Voilà. Débrouille-toi pour être heureux. Très bien. Donc, c'est resté par un pacte. Et ça peut s'arrêter là, à l'âge de 6 ans, c'est fini, je suis quelqu'un d'autre. Non. Donc, le pacte, il est toujours jusqu'à aujourd'hui avec moi. Et donc, le Rouiched de 5 ans, il est toujours assis à côté de moi. Toujours. Et on se fait des clins d'œil de temps en temps. Il est toujours là.
Et qu'est-ce que vous auriez à lui dire là, merci de m'avoir accompagné si longtemps, de m'avoir supporté, d'avoir m'encouragé quand j'étais déprimé, quand j'avais des échecs, ou que tu étais très heureux quand j'étais heureux. Voilà, donc c'est un peu un miroir, mais pas dans le temps. Il est là. Donc Rachid, c'est mon compagnon pour toujours. Voilà. Alors je dis merci au professeur et merci à Rachid. Ah oui, c'est vrai, il faut le remercier, ça c'est vrai. Oui. Merci donc c'est ça. Donc c'est un peu, on est un couple avec un pacte qu'on a signé un jour. On a fait une petite truc, on s'est mis du sang, voilà. On se promet toujours d'être l'un avec l'autre, etc. Et d'être heureux. D'être bien sûr. De pas se plaindre. Voilà. Il était heureux sous sa couverture Rachid. Donc c'est ça. C'est tout simple. C'est aussi simple. Le bonheur, c'est simple. Voilà. Et donc, c'est vrai que je sais pas pourquoi. Franchement, ça, c'est le genre de choses un peu, les gens vont penser que c'est un peu curieux, c'est une curiosité. Mais, c'est un jeu, en même temps. Voilà. J'ai promis quelque chose à quelqu'un, je tiens ma parole jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Et c'est une magnifique promesse. Voilà, exactement, d'être heureux. Oui. Voilà. Et de rendre heureux les autres. Aussi. Voilà, nécessairement. Voilà. Je peux pas être heureux si vous êtes malheureuse. D'accord? Si vous me dites, moi, je suis malheureux, je suis pas heureux. Donc, il y a de la compassion dont on a parlé au début. Donc, je vais essayer de comprendre, d'essayer de faire en sorte qu'au moins je vous arrache un sourire. Si vous êtes malheureuse. Oh, mais vous avez vu que j'ai le sourire depuis le début. Oui, ça c'est vrai. C'est impossible de pas vous sourire, professeur. C'est gentil, c'est vrai. Merci infiniment encore une fois. Merci beaucoup, professeur. professeur. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Merci. La visite des coulisses de la réussite du professeur Rachid Yezami prend fin et j'espère que vous avez pu en retirer quelques idées, en tout cas sûrement de l'inspiration et pourquoi pas votre pacte avec vous-même que vous décidez de faire aujourd'hui pour vous rapprocher encore plus vite de votre réussite. Je vous donne rendez-vous lundi pour un conseil soft pour développer vos skills et jeudi pour une autre interview où vous découvrirez comment mon invité est passé de vente de légumes dans un souk de Sbata à Casa à une levée de fonds de plusieurs millions d'euros. Pour le savoir, il vous suffit de vous abonner au podcast 27.